Le grand sauvetage économique de 2008-2009 n'aura finalement fait que transmettre la dette privée aux États. Afin d'éviter l'effondrement de la finance et de l'économie, tout le monde s'était mis d'accord pour laisser filer les déficits. Les finances publiques ont volé au secours de la finance privée. Mais les États doivent désormais faire face à un dilemme. Entre la priorité à la croissance et l'impératif des équilibres budgétaires, il faut choisir. Pour décrypter cette crise de la dette souveraine, la parole d'auteur est aujourd'hui à Anton Brender, enseignant à Paris-Dauphine et directeur des études économiques de Dexia Asset Management. Anton Brender a déjà contribué dès 2009 à décrypter la crise de la finance globalisée. Aujourd'hui, il analyse la crise des dettes souveraines. Bien, mais alors ce livre n'est pas un livre sur la crise européenne, c'est vraiment un livre sur la crise des dettes souveraines. Ce qu'on a essayé de faire, c'est de montrer quelles étaient les origines de cette crise qui touche l'ensemble des pays développés, et puis bien sûr essayer aussi d'expliquer pourquoi elle touche en particulier la zone euro, et d'esquisser ses conséquences possibles sur le système financier et monétaire international. Alors d'abord, d'où vient cette crise? Mais je pense qu'il faut absolument la rattacher à la crise qu'on a traversée, la crise de la finance globalisée, c'est comme ça qu'on l'avait appelée, qu'on a traversée en 2007-2009. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il s'est passé quelque chose de massif au niveau des comportements de dépenses des agents privés des grandes économies développées, d'un grand nombre d'économies développées. Pensez à ce qui s'est passé aux États-Unis, par exemple, où vous aviez des ménages qui dépensaient 5% de plus que ce qu'ils gagnaient avant la crise de Lehman Brothers, et qui, après la crise de Lehman Brothers, dépensaient 5% de moins que ce qu'ils gagnaient. Donc un énorme choc sur les comportements de dépenses privées. Et face à un tel choc, qui s'est passé pas seulement aux États-Unis, mais pensez à l'Espagne, l'Irlande, la plupart des pays anglo-saxons, ont vu ce même choc sur les comportements de dépenses privées se produire. Et la politique économique, les gouvernements ont réagi face à ce choc exactement comme ils devaient réagir. Ils ont essayé de stabiliser l'activité. Autrement dit, ils ont laissé filer leur déficit, comme on dit, pour compenser par un surcroît de dépenses publiques ou d'endettement public l'effondrement des comportements de dépenses privées. S'ils ne l'avaient pas fait, il faut bien voir ce qui se serait passé, on a essayé de le montrer dans le livre, eh bien on aurait eu une chute d'activité dans les pays développés qui aurait sans doute été de l'ordre de 20%. C'est ce qu'on a réussi à éviter. On aurait eu aussi, il faut le souligner, des déficits publics qui auraient été aussi importants que ceux qu'on a vus se former. Ce n'est pas parce que les gouvernements ont réagi que les déficits se sont creusés. Ils se seraient creusés, en tout cas, compte tenu de la baisse d'activité qui a eu lieu. Ce qui est sûr, c'est qu'au sortir de la crise de Lehman Brothers, on a vu ces déficits publics se creuser, on a vu l'activité se stabiliser, on a vu aussi un effort de coordination internationale être couronné de succès. Autrement dit, l'ensemble des pays, ceux qui étaient directement touchés par la crise, comme les États-Unis ou l'Espagne, mais aussi la Chine, mais aussi l'Arabie saoudite, tout le monde a contribué à cet effort de soutien de l'économie mondiale et tout le monde a laissé son déficit se creuser. Ça a été un succès de la coopération. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'une fois que l'économie mondiale a été à peu près stabilisée, cet effort de coordination, il s'est évanoui. On a beaucoup parlé à l'époque d'exit stratégie, de la nécessité de coordonner les exits stratégies. Il n'y a eu aucune coordination. Et très vite, on s'est aperçu qu'il y a deux voies très différentes qui ont été suivies. D'un côté, les États-Unis qui ont choisi, comme le Japon d'ailleurs, de privilégier le retour de la croissance à la réduction des déficits publics. Et puis de l'autre, les pays européens qui, petit à petit, se sont trouvés amenés à privilégier la réduction des déficits publics au risque de compromettre la reprise de la croissance. Alors, pourquoi est-ce que la zone euro a été plus touchée par cette crise? Bien sûr, ça peut paraître relativement paradoxal, puisqu'en fait, la zone euro avait, quand on regarde simplement les différents indicateurs de l'endettement public, de déficit public, la zone euro avait des indicateurs qui étaient plutôt meilleurs, en tout cas pas plus mauvais que ceux des États-Unis, et nettement meilleurs que ceux du Japon. Pourquoi est-ce qu'on a été touché de façon relativement massive, et on n'a pas encore fini de faire l'inventaire des dégâts que cette crise va causer en Europe? Eh bien, il me semble qu'il y a au moins trois raisons à cela. La première, on n'y avait pas fait assez attention. Il y a au sein de la zone euro
d'énormes disparités qui s'étaient creusées avant la crise au niveau justement des comportements financiers privés. On n'a pas fait assez attention, on parle aujourd'hui beaucoup d'union bancaire au sein de la zone euro, on n'a pas fait assez attention que depuis que l'euro existe, les comportements d'endettement des agents privés restaient extrêmement nationaux. Autrement dit, les systèmes bancaires de détail, ceux auprès desquels empruntent les ménages et aussi les petites entreprises, étaient des systèmes qui étaient restés complètement nationaux, avec comme conséquence que la même politique monétaire avait, à l'intérieur de la zone euro, des effets extrêmement différents dans chacun des pays. En Irlande, on n'emprunte pas de la même façon pour acheter une maison qu'en Allemagne ou en Espagne. Et le résultat, c'est qu'on a vu des grandes divergences d'évolution d'endettement privé se produire au sein de la zone euro, avec des pays comme l'Irlande, comme l'Espagne, où l'endettement des agents privés a énormément progressé, et d'autres comme l'Allemagne, où il a à peine progressé pendant la crise. Alors pourquoi c'est important? Parce que la réaction des gouvernements face au choc sur la dépense des agents privés a été relativement proportionnée à ce choc. Ce qui veut dire qu'en Irlande, en Espagne, on a vu les déficits publics se creuser de façon extrêmement importante, tout simplement parce que le choc sur la dépense privée dans ces pays était beaucoup plus important qu'ailleurs. En Allemagne, au contraire, eh bien, il n'y avait pratiquement pas de changement dans les comportements de dépenses des agents privés et le déficit public s'est à peine creusé à ce moment-là en Allemagne. Donc des divergences très grandes dans les comportements d'endettement privé qui conduisent, après la crise de la finance globalisée, celle de 2007-2009, à des divergences dans les évolutions des déficits publics qui font qu'à une extrême, on a un pays comme l'Irlande ou l'Espagne qui voit son déficit se creuser énormément, et puis à l'autre, un pays comme l'Allemagne qui a une situation fiscale qui s'est à peine dégradée pendant, ou assez peu dégradée pendant cette période. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut bien le reconnaître, les pays européens avaient, avant la crise, une attitude face à la discipline budgétaire qui était relativement ambiguë. Il faut se rappeler qu'on s'était fixé des règles qu'on n'avait jamais respectées. Donc on aborde cette crise avec un track record, comme on dit, en matière de discipline budgétaire, qui n'est pas excellent. Et il y a un pays en particulier qui, là-dessus, a la plus mauvaise note de tous, c'est la Grèce, qui est un petit pays, mais qui, en matière d'indiscipline budgétaire, avait quand même fait à plusieurs reprises preuve s'était fait remarquer à plusieurs reprises pour son indiscipline budgétaire. Et ça a été cette absence de crédibilité de notre discipline budgétaire, ça a été aussi bien entre les pays de la zone que vis-à-vis du reste du monde, un élément de vulnérabilité relativement important. Et puis troisième facteur, qui est assez peu souligné, c'est qu'à côté de ces éléments de vulnérabilité, donc une indiscipline, une différence assez importante dans les situations financières des États, à ceci s'est ajouté une troisième chose qui a été longtemps négligée et qu'on n'a toujours pas bien compris, c'est que la zone euro, compte tenu de la façon dont elle s'est dotée d'une banque centrale pour gérer donc sa politique monétaire, n'a pas pris garde au fait qu'elle ne s'est pas dotée d'institutions capables d'interagir avec les marchés. Ce qui fait qu'on s'est trouvé avec un certain nombre de pays, la Grèce étant le premier, très vulnérable au creusement de leur déficit, à la détérioration de leur situation d'endettement public. On s'est trouvé dans cette situation sans aucun moyen d'interagir et d'intervenir sur les marchés. Or, les marchés, contrairement à ce que beaucoup pensent, les marchés financiers, n'ont pas du tout ces comportements d'anticipation relativement rationnels qu'on leur prête souvent. Ils réagissent de façon beaucoup plus réflexe qu'au terme d'une longue réflexion, ce qui fait que leur réaction doit, si on ne veut pas qu'elle devienne très vite déstabilisatrice, eh bien, si on ne veut pas qu'elle devienne déstabilisatrice, il faut absolument qu'on soit capable d'interagir avec eux pour éviter ce qu'on appelle maintenant des phénomènes de contagion, dans lesquels le fait qu'un pays a, à juste titre, des problèmes, se trouve dans une situation où effectivement son endettement est insoutenable, eh bien, ce qu'il faut absolument éviter, c'est que la réaction des marchés par contagion mette les autres pays en difficulté. Et pour ça, on a besoin absolument de disposer d'outils qui permettent de casser les dynamiques de marché qui se créent à ce moment-là. Or, la zone euro, précisément parce que
Elle s'est constituée en partant de zéro en matière monétaire. On a mis une banque centrale qui n'a pas la possibilité d'intervenir sur les marchés, en principe. Eh bien, on s'est trouvé sans aucun instrument pour le faire. On n'avait rien créé qui permettait de le faire. Et du coup, on s'est trouvé soumis à la pression des marchés, ce qui fait que partant d'une situation où un pays avait une situation qui justifiait effectivement que les marchés s'inquiètent, même s'ils l'ont fait avec retard, petit à petit, les uns après les autres, tous les pays européens se sont trouvés dans la situation où ils devaient le plus rapidement possible rééquilibrer leur budget. Et ce qu'on a vu en 2011 a été extrêmement significatif, puisque la crise elle a été crescendo. Eh bien, on a vu au milieu de l'année 2011 des pays comme l'Espagne, comme l'Italie, soumis à la pression des marchés et répondre à cette pression des marchés, souvent d'ailleurs à l'instigation des autres gouvernements européens, répondre à cette pression des marchés en disant, eh bien, pour vous rassurer, on va essayer d'atteindre des objectifs de rééquilibrage budgétaire encore plus rapidement. Et à l'automne dernier, l'Italie, par exemple, a annoncé un plan de rééquilibrage budgétaire beaucoup plus ambitieux que celui sur lequel elle s'était engagée, au risque, bien sûr, et c'est ce qui se matérialise malheureusement maintenant, de casser sa croissance et de se rendre, du coup, effectivement, extrêmement vulnérable, puisque ce que les marchés savent, c'est que lorsqu'un pays n'a plus de croissance, il va être incapable de rembourser sa dette. Et ça, c'est précisément ce qu'il faut à tout prix, ce qu'il aurait fallu à tout prix éviter. La question qui est posée aujourd'hui pour la zone euro, c'est de savoir si elle est capable de comprendre que face à ce risque qu'elle est en train de prendre sur sa croissance, il est indispensable non pas de renoncer à une discipline budgétaire, mais simplement de desserrer les objectifs qu'elle s'est fixés de façon à se donner le temps à la croissance de repartir, ne pas asphyxier l'activité. Il ne s'agit pas de stimuler, de faire de la relance keynésienne, comme on le dit parfois. Il s'agit simplement d'asphyxier moins l'activité de façon à donner à la reprise une chance de se développer. La question, c'est est-ce qu'on va avoir l'intelligence politique et la capacité politique à décider ensemble de desserrer nos objectifs budgétaires de façon, je répète, à éviter d'étouffer la reprise. C'est ça l'enjeu des discussions qui vont continuer, malgré le sommet qui vient d'avoir lieu, qui vont continuer dans la zone euro pendant encore de longs mois.